Barbanta, chapitre 7. Elle aussi, elle avait les cheveux un peu gris, la mère de Groseille. Mais c'était car elle avançait dans l'âge. Elle regardait la femme couchée devant elle, avec les yeux de la commisération. Néanmoins, elle n'en oubliait pas son travail, qui se devait, pour l'heure, d'être plus axé psychologie que chamanisme. « Madame, est-ce que vous continuez à fumer ? Votre dépendance est-elle à la hauteur de nos espérances ?» La femme était fiévreuse. Le corps maigre, caché sous une couverture de lin, elle ne cessait de trembler malgré la chaleur de la pièce. La chambre était petite, tapissée de bambou, comme il était d'usage à Barbanta. Sur la table de nuit, un livre était posé, très fin. C'était un livre d'histoire résumé pour les collégiens, les dates importantes de Barbanta. La femme dans le lit leva ses grands yeux sombres vers l'autre, la femme debout. « Oui, je fume autant que je le peux. Ce n'est pas l'envie qui me manque. » L'autre parut soulagé. « Mais tout de même, il ne faut pas aspirer la nicotine trop fort. Ça pourrait endommager la qualité de vos tissus. C'est à vous de sentir la limite. Le bien de la communauté dépend aussi de l'état dans lequel vous lui laisserez votre corps lorsque vous-même, vous n'en aurez plus l'utilité. » Elle trembla légèrement en disant ces mots. Puis elle soupira et s'assit sur le rebord du lit. « Vous savez sans doute que vous allez mourir, mais ne vous inquiétez pas, vous reviendrez, je peux vous le jurer. Le Dungeroneros a bien d'autres secrets, Inéis. Laissez-vous aller, conservez votre foi. Après tout, il est courant de mourir à 38 ans. Il faut recommencer. Vous aimerez quelqu'un d'autre, vous serez vous-même, mais ailleurs. Nous n'avons pas besoin de voyager à Barbanta. Nos cycles de vie sont si courts. Ce que vous allez vivre tient du merveilleux. » La chamane avait remplacé la psy. Inéis y eut un hoquet. Les pores de sa peau se dilatèrent. Ses poumons semblaient vouloir sortir de la poitrine. La peau couleur de sable était flétrie aux abords du sternum et les veines apparentes laissaient entrevoir un réseau complexe. Les pores de la peau se dilatèrent à nouveau, plus fortement cette fois. Inéis toussa, une fois, une unique fois, et un liquide semblable à du pu mêlé de charbon s'écoula par la peau, par ses pores ouvertes sur la mort prochaine. Inéis mit sa main frêle aux ongles longs et jaunes sur sa poitrine, la promena dans le liquide étalé maintenant entre ses deux seins. « Ceci est le fruit de ma contribution à Barbanta la bleue, » dit-elle en souriant, d'un faible sourire. La mère de Groseille sourit à son tour, d'un sourire plus hésitant, et lui tendit une cigarette. Inéis l'alluma elle-même. Les pores se refermèrent à la première bouffée. « Moi, je n'aimerais pas être à votre place, du moins pas pour l'instant, » répondit la psycha. « Mais après, ne vous inquiétez pas. Acceptez le miracle du Dungeroneros. Les montagnes seront tantôt votre tombeau, tantôt votre berceau. » « Appelez ma fille, s'il vous plaît, et épargnez-moi vos discours que j'ai déjà bien appris à l'école. » Inéis dit cela d'une drôle de voix, les yeux dans le vague. La psycha sortit. Peu après, une petite forme apparut dans l'encadrure de la porte. « Entre, Moïsa, viens voir maman. » L'enfant pleurait. On n'aurait pas dit. On aurait dit qu'elle faisait une grimace, qu'elle jouait au monstre. Ses deux yeux étaient terriblement gonflés, mais l'un était bien plus bas que l'autre. Deux fentes laissaient entrevoir des iris profondément noirs comme ceux de sa mère. L'os central du nez était droit, mais une narine était totalement ouverte, laissant apparaître l'intérieur du nez, et l'autre était plate. De ce côté-ci, la commissure des lèvres était parfaitement étirée. La bouche tordue à cet endroit dévoilait les gencives purpurines et deux dents très écartées l'une de l'autre. L'enfant était monstrueusement défiguré, et des larmes sortaient de ce masque atroce. Elle serra sa mère contre elle, humant l'odeur du tabac froid de la bouche et des pores de la poitrine. Inéis prit la parole. « Tout recommencera ailleurs, ma chérie. »« Mais moi, maman, moi je ne veux pas recommencer ailleurs. Je veux être recommencée, mais ici, auprès de toi. »« Tu souffres tant, Moïsa. Tu es vivante. Tu as un visage qui n'existe pas et tu es vivante. Pourquoi ne m'a-t-on pas tuée à la naissance ? Parce que ton visage était sain à la naissance. C'est plus tard, vers tes 3 ans. Il est devenu ce qu'il est maintenant. Pourquoi ? Parce que tu es allée au-delà. Pourquoi m'avez-vous laissé y aller ? Quelqu'un t'a emmené là-bas, un homme. Ah, lui, si je le retrouvais, je le tuerais peut-être. Sais-tu qui il est ? Ah oui, un voleur d'enfants, un dissident au parti. Je ne connais pas son visage. Je pense que son visage est comme le tien. Il aura été défiguré lui aussi. C'est injuste. Et après, pourquoi ne m'a-t-on pas tué ? Ton père et les psychas voulaient, mais ton frère et moi nous refusions. Alors tu es resté. Je n'ai pas le droit de sortir. Mais dans le jardin tu peux, c'est déjà ça.
Et parfois, quand tu mets ton voile, on peut aller faire quelques courses ensemble. Ton voile te cache bien, tu sais. Depuis quelque temps, tu ne peux plus sortir. Je le déteste, ce voile. Il m'étouffe. Je suis comme un fantôme, une morte qui se promène. La mère soupira. Si seulement tous ces petits cratères sur ton visage pouvaient disparaître. Le père était derrière la porte et il s'impatientait. Il voulait voir sa femme. Il voulait la frapper parce que ça lui faisait du bien, parce qu'elle allait peut-être le quitter, qu'il la soupçonnait de lui avoir été infidèle, et aussi parce qu'elle avait conservé la petite. D'ailleurs, c'est pour cela qu'il n'entrait pas dans la chambre. La petite était si horrible, une abomination. Son sang de père tournait dans ses veines lorsqu'il voyait son visage. L'enfant sortit. Le père, caché derrière la porte, se faufila dans la chambre. Il alla directement à sa femme. « Est-ce que tu vas mieux ?» lui demanda-t-il doucement. Elle l'interrogea. « Tu parais stressée. Tu réfléchis encore trop. Peut-être pas assez à l'essentiel. » Il se retourna en direction de la fenêtre, puis la gifla. Une fois, une bonne fois. La lèvre de la femme saigna. Ses yeux regardaient ailleurs. « Tu es tellement bête, » lui dit-elle avec compassion. Lui, hébété, l'observait. Enroulé dans la couverture de lin beige, ses cheveux filasses paraissaient faits de paille. Ses yeux étaient sombres et terriblement perçants. Devant ce regard inquisiteur, il avait honte. La honte le dévorait, jour après jour. Alors il cognait, et la honte grandissait. Il devait cogner pour que ça s'arrête, mais ça recommençait de plus belle. Le psoriasis de sa honte qui s'étendait. La petite monstrueuse, déjà avant il ne l'avait pas aimée, avant, quand elle avait encore un visage. C'était déjà un visage qui lui renvoyait sa honte, sa faiblesse, sa peur, sa fragilité, son enfance. La honte de ce qu'il avait fait, la honte aussi d'avoir refusé de le faire, par dégoût, le visage de la morte, le beau visage, un visage de tzigane, endimanché pour sa dernière messe, et le visage qu'avait l'enfant. Dès qu'elle était sortie du ventre de sa femme, il avait vu, il avait su que la belle morte le suivrait et ne le lâcherait plus. Et tout ça par la faute d'Inéis. Elle ne voulait pas se contenter du petit garçon maigrelet. Elle voulait un autre bébé. Elle espérait une fille. Et lui souffrait. Déjà, à la naissance du petit, il avait eu peur de retrouver un visage connu, un des visages qui s'était gravé dans son esprit, alors qu'enfant, il aidait son père à faire du compost. Inéis sourit. « À ma mort, tu feras ce que tu veux, tu pourras même la tuer. De toute manière, elle reviendra. De n'importe quelle manière, elle reviendra. Et moi aussi, certainement. Mais je ne m'approcherai pas de toi. Moi, je n'oublierai pas et je t'éviterai. » À ces mots, il partit en courant, le visage rouge, tremblant de tous ses membres. En bas, dans le petit jardin dévasté, il enfourna sa main dans le bac de compost. La terre y était verdâtre. Il crut y voir des yeux qui l'observaient. Dans la mobilité de la substance, en la retournant, des cheveux s'accrochaient à ses doigts noueux, comme s'il avait retourné des têtes. Il devenait fou. La terre le dévorait peu à peu. Le bruit de la barrière du jardin le fit sursauter. Son fils, petit et maigre, arriva auprès de lui, essoufflé. Il regardait son père en souriant. Tous deux se ressemblaient. Lito passa sa main, encore pleine de terre, dans les cheveux de son fils et les ébouriffa. « Prisia, tu as encore volé ?» L'enfant se mit à rire en montrant le petit porte-monnaie fait de peau animale. Le père le regarda étonné, intrigué. L'enfant rit de nouveau. Le père porta le petit sac de peau à ses lèvres, le mordilla, s'accroupit. Il pleura de toutes ses capacités d'homme, il pleura de toute sa honte. Lorsque Prisia vit son père pleurer, il comprit et courut en un éclair jusqu'à la chambre de sa mère. Lorsqu'il la vit, si pâle, le sang séché au menton, son cœur se fendit et tomba à terre, scindé entre la haine et l'amour. Il avait trouvé une patte de lapin dans le porte-monnaie. Il prit une cordelette de lin et l'y noua. Il mit l'étrange pendentif au cou de sa mère. « Superstition de l'autre monde, dit-elle d'un ton calme. Elle serra son fils dans ses bras. La petite entra alors à son tour. Quand elle vit le sang, elle s'agenouilla, puis elle alla contre son frère et se serra contre lui. Elle toucha ensuite la patte de lapin et du même coup la bague à la pierre bleue qui, trop grande pour son doigt, tirait toujours sa main vers le sol. Elle se rendit à la petite fenêtre, en fait un simple hublot, et regarda les montagnes. Même cette montagne, qui n'avait hélas pas su la protéger au bon moment, semblait se détourner à sa vue. Prisia serrait sa mère contre lui, ne sentant pas même l'odeur de pourriture qui émanait de son torse. Alors la petite cria, comme une folle, comme une bête, dans une crise hystérique qui fit frémir son frère et sa mère. Le père se boucha les oreilles, tandis que le hurlement lui faisait voir des corps décharnés sortir un à un du bac de compost. Le cri mit du temps à s'éteindre.
Inéis mourut dans la nuit.